À bientôt. Vous déménagez ? Mes vêtements, Emballé. mes bouquins. La vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Cette route mène bien quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. Avoir des enfants qui parlent plusieurs langues, c'est une richesse incroyable. On entend ça tout le temps, souvent. Mais concrètement, ça se mesure comment ? Et qu'est-ce qu'en dit la recherche ? Comment se développe le bilinguisme dès la petite enfance ? Et quels sont les bienfaits réels pour le cerveau et l'apprentissage ? Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vanessa Andal-Ghenania, fondatrice des crèches Petit Poussin à New York, un réseau d'écoles bilingues français-anglais donc à New York. Vanessa a grandi elle-même dans un environnement multilingue et a fait du bilinguisme un véritable engagement éducatif. Aujourd'hui, elle accompagne des centaines d'enfants dans cet apprentissage en s'appuyant sur des approches pédagogiques spécifiques dont on va parler aujourd'hui. Dans cet épisode, on va donc explorer ensemble comment fonctionne réellement l'apprentissage des langues chez les tout-petits, ce que la science nous dit sur les bénéfices du bilinguisme et comment mettre en place un environnement propice pour les enfants. Alors, mythe ou réalité, est-ce que les enfants sont vraiment des éponges linguistiques ? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Merci d'ailleurs à Petit Poussin New York pour son soutien dans la réalisation de cet épisode. Bienvenue Vanessa. Merci, bonjour Anne-Fleur et merci de m'avoir sur ce podcast. Je suis ravie d'être avec vous. Et moi aussi, bienvenue. Je le disais en introduction, vous-même, vous avez grandi dans un environnement trilingue. Est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu votre parcours ? Je crois qu'il y a de la Hollande, Haïti et puis la France. Comment ça s'est passé et comment est-ce que ces différentes langues ont façonné votre vision du monde aujourd'hui ? En effet, je suis née en Haïti et j'ai reçu une éducation déjà bilingue en français. Nous parlions français à la maison et pour le quotidien, nous parlions aussi créole avec les amis. Et en plus, j'avoue, quand on regardait la télé, vu notre proximité aux États-Unis, nous parlions aussi anglais entre camarades de classe et nous absorbions la langue à travers la télévision. C'était un régal de pouvoir s'exprimer en plusieurs langues et quelquefois, nos parents nous disaient à l'époque, vous parlez aucune langue connue parce qu'on commençait en français, on continuait en créole et on terminait en anglais. Mais un joyeux mélange. Exactement. Et bien sûr, plus tard, on comprend cette richesse. Mais j'ai aussi eu l'opportunité de vivre pendant mes classes élémentaires en Hollande par le travail de mes parents. Et là, justement, en intégrant le lycée français de La Haye, la seconde langue était le néerlandais. Donc 4 langues au quotidien en grandissant. Absolument. Et c'était très important parce que nos parents, eux, ils étaient déjà plus âgés. Donc, en Hollande, ils ne parlaient que français, anglais et créole. Donc, nous, tout de suite, on a pu apprendre cette langue et la langue du pays. Et c'est avec nous qu'ils se promenaient pour aller au supermarché, pour traduire et pour se faire comprendre. Donc, c'était très pratique, comme vous dites. Ça, c'est génial. Et alors, est-ce que vous pensez, avec le recul, avec ce que vous faites aujourd'hui, qu'avoir été exposé justement à toutes ces langues, ça fait quoi ? 4, français, anglais, créole et néerlandais, c'est ça ? Est-ce que cette exposition à toutes ces langues dès l'enfance, ça vous a aidé dans vos études, peut-être dans vos voyages et puis aujourd'hui dans votre carrière ? Absolument. Nous sommes rentrés après 4 ans en Hollande, en Haïti, et j'ai passé mon bac au lycée français de Port-au-Prince. Et tout de suite, après, j'ai dit à mes parents, j'aimerais parler espagnol. Et pour moi, c'était important d'ouvrir encore plus cette curiosité et de voyager et de découvrir plus de cultures, plus de langues. Et du coup, j'ai fait mes études à Madrid, en anglais et en espagnol. Donc, j'ai eu l'opportunité d'intégrer une école américaine à Madrid par l'anglais que j'avais appris à travers la télé et en m'immersant dans un contexte hispanophone. Et du coup, j'ai pu explorer l'Espagne, voyager en Europe et cela a vraiment formé mes années qui ont suivi. Ah, c'est génial. Donc, 5 langues au quotidien. Vous les parlez toujours encore aujourd'hui ? Malheureusement, plus le néerlandais. D'accord, oui. Ok. Vous le comprenez peut-être ? Non, mais tout
je le reconnais. Mais c'est vrai que ça nous m'a donné envie de retourner en Hollande. Ça donne des souvenirs tellement magnifiques. Enfin, et franchement, je garde ça comme des années formatives pour moi. On parle souvent, d'ailleurs, quand on a vécu comme ça dans plein d'endroits, qu'on n'a pas forcément un endroit qu'on identifie comme nos racines. Est-ce que pour vous, justement, c'est tous ces lieux et toutes ces langues qui font partie vraiment de vos racines aujourd'hui? Oui et non. C'est vrai que souvent, on me pose la question « D'où es-tu » et maintenant… Where is home? C'est la question préférée des Américains. The big question. Et en fait, bon, c'est vrai que là, moi, je dis toujours que je suis une citoyenne du monde. Ça fait 25 ans que je suis à New York et c'est vrai que New York, c'est où mes enfants sont nés, où ils ont grandi. Mon mari est français, mais lui aussi, ça fait plusieurs années qu'il est ici. Donc, on a vraiment et bien qu'on n'ait pas forcément vécu en France, nos enfants se sentent très franco-américains. Mais pour moi, c'est vrai que c'est une question… disons, heavy question, parce que je me sens vraiment une citoyenne du monde. Ouais, c'est pas une réponse si simple, en fait. Non, absolument pas. Alors, vous parliez justement de vos enfants. Lorsque vous êtes devenue maman, vous avez tout de suite voulu transmettre les langues à vos enfants, justement. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que, je sais pas, vous avez pris des conseils auprès d'experts? Et je crois que vous vous êtes formée aussi, non, au bilinguisme? Oui, en fait, après l'Espagne, je suis rentrée aux États-Unis. Et tout de suite, je me suis dit, je veux faire quelque chose qui a un impact. Quelque chose, pour moi, les finances, c'était hors de question, c'était pas pour moi. Moi, je suis très connectée à l'humain, à la culture, et être enfin engagée avec les personnes, c'était très important pour moi, et surtout avec les enfants. Donc, une fois à New York, j'ai fait une maîtrise en éducation bilingue à l'université de Columbia, et plus tard une formation en directrice d'école, mais ne sachant pas que la vie m'aurait amenée à mon métier actuel. J'ai commencé ma profession en tant qu'enseignante. D'ailleurs, j'étais enseignante d'anglais au lycée français. C'était mon premier métier. D'accord. Et ensuite, j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler avec l'attaché culturel de la France, Fabrice Jaumont. Et là, nous avons formé une équipe et nous étions les premiers fondateurs d'une école publique, la première de New York, bilingue, à Carroll Gardens, pièce 58, qui existe encore. Et tout ça a prolongé mon goût de l'éducation et de vouloir travailler dans le bilinguisme. Ouais, c'était que le début finalement. Absolument. Absolument. Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé justement à créer Petit Poussin à New York? Ça a été quoi le déclic et ça remonte à quand? En effet, ça remonte à lorsque j'ai dû quitter mon poste parce que j'ai eu des jumeaux. Et gros boulot. Alors, mon mari et moi, nous avons eu des jumeaux et c'est sûr que de vivre à New York sans famille, c'est encore plus compliqué. Et j'ai dû arrêter de travailler pour m'en occuper. Et là, 15 mois plus tard, il y a eu un troisième petit garçon à suivre. Wow. Et là, je me suis dit, bon, d'accord, et je ne peux pas rester à la maison et ne pas travailler. Mais je n'ai pas de garde pour mes enfants. Déjà, cherchons à voir ce qu'il y a dans le quartier à Manhattan. Et pour moi, c'était extrêmement important que nos enfants aient une éducation bilingue. Et je n'arrivais pas à trouver le niveau de qualité d'éducation de daycare, disons, et de crèche pour mes enfants. De crèche. Et je n'arrivais pas à trouver ce bilinguisme spécifiquement en français. Et je me suis dit, écoute, avec mon parcours, mes formations, peut-être que ce serait une bonne idée de commencer une crèche familiale, même chez nous, et on va lancer le concept. Et en 3 mois, nous avons 12 enfants à la maison,
12 Waouh. bébés qui partent dans tous les sens. Et j'ai vraiment pris goût à développer un programme bilingue, de faire, en fait, quand c'est mes propres enfants, on veut le meilleur, bien sûr. Et donc, et de pouvoir le faire avec plusieurs enfants, ça a été très, très rewarding, comme on dit. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais me lancer. Et c'est là que j'ai lancé ma première crèche commerciale Ouais. à New York, et ainsi de suite. Et voilà, nous sommes 12 ans plus tard. Et nous avons 6 petits poussins à Harlem, à Upper East Side et à Brooklyn. Génial, félicitations, Merci. c'est super. On entend souvent dire que les enfants sont des éponges. Alors je sais que ça passe ou ça casse, cette expression. Il y a des gens qui disent mais c'est pas si simple que ça. Est-ce que c'est réellement le cas, vous qui avez cette expertise dans le bilinguisme? À partir de quel âge est-ce qu'ils commencent vraiment à apprendre une langue? Absolument. Moi, je crois que tous les enfants sont capables d'absorber les langues. Les enfants naissent avec une capacité d'absorber, de voir, de prendre tout ce qui leur est offert. Et même les mamans, dès qu'elles sont enceintes, c'est très important de pouvoir parler autour des bébés. Mais une fois que, dès la naissance, en fait, les enfants, ils observent. Et même par les sourires, les gestes, ils essaient de répéter, Copier un peu? de copier tout ce qu'on fait. Alors, par rapport au son, tout de suite, ils arrivent à discerner les différents sons. Et c'est pour ça que, par exemple, dans nos crèches, nous avons une maîtresse qui parle français et une maîtresse qui parle anglais. Mais dès l'âge de 3 mois, il est très important de communiquer avec eux et de faire contact avec les yeux pour qu'ils voient vraiment que c'est à eux qu'on s'adresse. Et tout de suite, par les sourires, par les sons, ils essaient de répéter. Oui, absolument, dès un temps d'enfance. Et en plus de ça, je dirais même que c'est le meilleur moment. L'enfant, il est sans langage. Donc, s'il est immergé dans plusieurs langues, c'est à ce moment-là qu'il va vraiment faire cette différence. Ah, c'est intéressant. Donc, ils comprennent évidemment avant de s'exprimer et il n'y a pas vraiment de moment trop tôt. Il n'est jamais trop tôt finalement pour exposer un enfant à un ou plusieurs langages du coup. Oui, et plusieurs personnes s'inquiètent en fait parce que l'enfant qui absorbe plusieurs langages, il parle souvent plus tard parce que il est en train d'assimiler ces différents sons et le cerveau lui-même, il est en train de travailler à 1000 à l'heure et les enfants, ils prennent plus de temps de comprendre. Voilà, je suis en train d'apprendre le français, je suis en train d'apprendre l'anglais. Et ensuite, vers 2-3 ans, par exemple, mes jumeaux, ils ont parlé assez tard, vers 2 ans et demi. Là, ils commencent à parler, mais couramment en 2 langues. Et tout de suite, ça fait un effet waouh qu'ils sachent autant. Et ils arrivent à le faire en plusieurs langues. Et ça leur donne tellement d'outils pour après, pour l'école, pour apprentissage de d'autres langues. Mes enfants, dès un tendre âge, ils ont pu ajouter l'espagnol parce que en fait, ils avaient déjà les outils pour apprendre les langues. Donc, pour eux, c'est venu assez naturellement de faire même une 3e langue. Ah, c'est impressionnant. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement, du coup, l'immersion linguistique dans les crèches? Est-ce que vous parlez, du coup, français et anglais? Enfin, comment ça se passe concrètement chez les tout-petits? Oui, souvent, on me demande quelle est une journée aux petits poussins. Et c'est vrai que pour nous, le bien-être des enfants, c'est primordial. Donc, quand on accueille nos enfants, on veut s'assurer qu'ils se sentent bien. Et on veut s'assurer qu'ils se sentent bien, qu'ils aient confiance. La confiance en nos maîtresses, c'est le plus important pour les parents, mais surtout pour les enfants. Et une fois qu'ils sont bien,
ils ont une maîtresse qui parle français, une maîtresse qui parle anglais. Alors, quand ils sont tout bébés, pour eux, ça leur est égal, celle qui parle anglais ou français. Mais par exemple, à partir d'1 an, ils commencent à reconnaître les différences de langue. La maîtresse d'anglais, si c'est un anglophone qui vient, commence à le rassurer. Mais tout de suite, la maîtresse de français, qui ne parle que français dans la classe, essaie de se rapprocher à cet élève. Et ensuite, à travers des chants, des comptines, des lectures, et surtout à travers notre programme qui est vraiment en ligne avec l'État de New York et à tous les standards de l'éducation nationale française aussi, on fait en sorte de vraiment développer la langue tout en s'alignant à ces critères de développement pour la petite enfance. Et tout ça à travers le jeu, à travers des activités artistiques, à travers l'échange entre camarades. Et tout ça crée vraiment une belle communauté bilingue et très internationale parce que nos parents viennent de partout et souvent ils ont une 3e langue à la maison. Et ça fait vraiment un joli monde, un beau monde d'avoir chez nous. Ah bah ouais, j'imagine, la diversité doit être super enrichissante. Et donc, pour être sûr de bien comprendre, donc vous avez des institutrices franco-françaises, enfin, en tout cas qui vont parler uniquement français, je ne sais pas s'ils sont natifs ou pas, et pareil, anglophones, et donc c'est un peu une maîtresse ou un maître, une langue, c'est ça? C'est ça. Elles sont natives, justement, donc maître ou maîtresse, qui ne parlent que français et qui toute la journée, et anglais toute la journée. Donc, quand le matin, alors nos programmes sont 60% en français, 40% en anglais, parce que l'anglais, ils le trouvent tous les jours en dehors de l'école. Et du coup, par exemple, on a une demi-journée en français. La maîtresse de français fera le circle time. Elle va faire la lecture en français. Elle dirigera la classe. Et la maîtresse d'anglais sera là pour assister et pour donner son aide. Et l'après-midi, ils vont changer. Et la maîtresse d'anglais sera celle qui fera les comptines en anglais sur le même thème pour renforcer le vocabulaire. Tout est très cohérent. Exactement. Ouais. Et nous avons vraiment une super relation avec les parents, car nous utilisons une application où nous enregistrons les comptines, nous parlons du vocabulaire, comme ça, même à la maison. Ils peuvent le renforcer à la maison. Voilà. Et alors, il y a, moi j'ai un petit garçon de 6 ans par exemple. Je sais que c'est vers la fin de la tranche d'âge que vous couvrez à Petit Poussin, mais je me rends compte depuis qu'il est à l'école à temps plein, le Franglish. C'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Vous le disiez d'ailleurs au début de notre discussion que vous, étant petite avec vos amis, vous parliez justement français, créole, anglais, hollandais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait ce que c'est d'un point de vue du bilinguisme? Et vous m'aviez parlé, quand on avait échangé il y a quelques semaines, du translanguaging chez les enfants. Exactement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu et pourquoi finalement c'est une étape naturelle? C'est une étape non seulement naturelle, mais c'est une étape nécessaire parce que l'enfant, il est en train de construire déjà sa personnalité, son indépendance, et en fait, le cerveau lui donne des outils à pouvoir s'exprimer et comme on dit fluently. Au lieu de rester et ça m'arrive souvent parce que je suis aux États-Unis et on fait des conversations, on cherche le mot. Et du coup, au lieu de rester bloqué sur un mot, on a cet autre outil où on peut s'exprimer en une autre langue. Donc, ça fait partie de cette translanguaging or code switching, changement de langue. Ça fait partie de cette étape où on peut utiliser ces outils pour s'exprimer. S'il sait que vous parlez les deux langues, pourquoi pas les utiliser? Après, dans un contexte francophone, il ira en France où
la personne devant lui ne parle pas anglais, il fera plus d'efforts de parler français. Mais ceci dit, ce n'est pas une mauvaise chose de pouvoir parler les deux. Bien sûr. Et puis parfois, il y a aussi si on prend l'exemple entre le français et l'anglais a des mots très précis pour exprimer une idée qu'on exprimerait en une ou deux phrases, presque en français, en fait. C'est presque Exactement. frustrant, même pour nous, en tant qu'adultes, en fait, quand on veut exprimer une idée, c'est pas facile. Oui, et à l'époque de nos parents, on était presque complexés de ne pas pouvoir finir une phrase en une langue. Et là, c'est vraiment beaucoup plus célébré de pouvoir s'exprimer en plusieurs langues. Déjà, ça montre quand même une ouverture à plus de monde, à plus de culture. Et aussi, ça montre que l'enfant ou l'adulte arrive à s'exprimer en plusieurs langues et peut avoir une audience différente selon le besoin. Ouais. Et alors, chaque enfant, du coup, évolue à son propre rythme, j'imagine. À quel moment est-ce qu'ils voient à quel moment est-ce qu'ils prennent conscience justement de cette différence entre les langues qu'ils parlent et auxquelles ils sont exposés? Alors, mes directeurs, ils aiment beaucoup cet exemple où l'enfant rentre déjà bébé, il n'a pas de langue, mais au fur et à mesure, il va rentrer dans l'école et tout de suite, il voit la maîtresse qui parle anglais, il va dire « hello ». Et ensuite, il se tourne, il va dire bonjour à l'autre maîtresse. Et là, on voit qu'il est très conscient que par rapport à son public, il peut changer de langue et il peut s'adapter. Et à partir de même 1 an, quand ils commencent à développer la langue, ils arrivent à différencier la langue. Et tout de suite, ils vont rentrer chez eux. Si les parents sont anglophones, ils vont leur parler en anglais. Mais ils arrivent à l'école, ils vont dire bonjour. Et là, ils le font automatiquement. Mais aussi, il y a, c'est encore une avance. Enfin, c'est le développement du cerveau qui arrive à comprendre qu'on a des audiences différentes par rapport à nos langues. Donc, c'est pas forcément un âge, c'est à mesure d'exposer les enfants, ça se fait tout seul, quoi. Exactement. Et plus naturellement pour les plus jeunes, parce que ils ne comprennent pas forcément la mécanique de tout ça, mais ils comprennent quand même qu'il y a des environnements différents et des langues différentes. Ouais. Donc, ils apprennent à s'adapter très, très jeunes, finalement. Aujourd'hui, Petit Poussin New York, c'est 7 établissements, vous nous le disiez. Vous accueillez des enfants de 3 mois à 5 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler, des différentes tranches d'âge et de leur manière d'apprendre? Alors nous, on est toujours heureux de les accueillir au plus jeune âge parce que quand ils sortent de notre établissement à l'âge de 4 ans, ils sont bilingues, ils sont curieux du monde, ils veulent, ils ont soif d'apprendre. Et donc, quand ils sont dans la classe des infants, donc ce sont les bébés de moins de 12 mois, nous travaillons beaucoup sur le développement de la langue, mais aussi sur tout ce qui est moteur, donc les fine motor et gross motor, donc apprendre l'apprentissage à marcher, mais aussi à utiliser ses doigts pour manger, au toucher. Donc, c'est tout un atout en fait, cette classe est très importante parce qu'ils apprennent tellement et ils grandissent tellement qu'il y a beaucoup de milestones et il y a beaucoup de grosses étapes à passer. Et mine de rien. Donc, quand ils font leur premier pas, c'est toute l'école qui se réjouit. Et on en parle aux parents et on filme et on prend des photos. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu plus mécanique. On enregistre quand ils ont mangé, quand ils ont fait leur sieste. À partir d'1 an, ça devient un peu plus académique. Et les enfants font leur petit circle time où on fait nos comptines, on leur apprend à s'asseoir pour manger. Ils ne sont plus dans les berceaux. Et là, ils sont sur des petits lits et ils font la sieste tous ensemble. Ils apprennent à faire la conversation à table. Et pour nous, c'est très important à tous les niveaux d'âge. Ils sortent 2 fois par jour.
nous allons au parc, nous prenons l'air, parce qu'à Manhattan et à New York, c'est pas évident. Mais pour nous, c'est très important qu'ils sortent. Et après, il y a le moment du repas. Donc, on a un système de repas où on nous livre des repas chauds, équilibrés tous les jours. Et ensuite, il y a le moment de sieste pour les infant toddlers et les preschoolers, les enfants de maternelle. Puis après, à partir de 2 ans, on appelle ça la preschool. Et donc, on a les 2 ans, les 3 ans et les 4 ans. Donc, la toute petite et moyenne section. Et là, nous sommes vraiment alignés aux standards de New York ainsi qu'à l'éducation nationale française. Et du coup, nos enseignants, ils ont des bulletins scolaires. Donc, ils font des observations. Ils discutent à travers l'année avec les parents, mais aussi nous avons 2 jours par an où nous avons des conférences avec les parents. Donc, on les voit pour parler de leur bulletin. Donc, dès l'âge de 3 mois, ils sont suivis à notre école et ils ont ces bulletins scolaires qui les suivent. Et c'est en fait une trace écrite pour les écoles après, que ce soit une école publique ou une école privée, qu'ils puissent fournir ces dossiers aux écoles pour que les écoles connaissent mieux leurs enfants. C'est super intéressant. C'est quoi aujourd'hui les défis et les grandes joies peut-être de gérer justement un réseau comme le vôtre de crèche bilingue? Alors là, justement, je reviens d'un petit déjeuner qu'on a eu avec nos parents dans notre école de Dumbo. Ils me posaient justement cette même question. Et en fait, ça, pour moi, c'est quelque chose qui a grandi vraiment organiquement et avec beaucoup de passion. Donc, tout le monde m'a dit, mais quel est ton aspect marketing et tout. J'ai fait, mais j'étais toujours en train de travailler et c'est arrivé tellement organiquement. Il n'y a pas eu vraiment de marketing parce que nos familles, nous sommes très proches d'elles et c'est elles, en fait, notre voix. Et c'est elle qui nous incite à ouvrir d'autres écoles et qui nous lance et qui nous donne cette énergie pour continuer. Donc, ça a été fait organiquement, mais avec beaucoup de plaisir. Et de voir nos petits poussins à travers plusieurs écoles privées à Manhattan et même à Brooklyn et de super programmes bilingues français comme PS 58 et même à Manhattan, je me réjouis de pouvoir voir ce que je voulais pour mes enfants. Je peux l'offrir à d'autres. Alors, quels sont vos projets pour l'avenir? Bonne question. Là, avec nos 7 centres, on a une très bonne équipe. Alors, le reste, ça reste à voir. Mais je me dis que si je tiens bon toujours, pourquoi pas voir continuer à vous développer. Et avec l'encouragement de nos enseignants, de notre équipe administrative et surtout celle des parents, pourquoi pas. D'accord. Bon, affaire à suivre. Absolument. Alors, pour les parents qui nous écoutent et qui hésitent ou qui se posent des questions justement sur comment est-ce qu'on peut offrir un environnement bilingue ou trilingue ou quadrilingue, enfin bref, vous avez compris, à leurs enfants, quel message est-ce que vous aimeriez leur transmettre? Et peut-être, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise quand vous avez eu des enfants, que vous vous posiez cette question justement? Déjà, je veux leur dire que, en tant que mère, et mère de 4 enfants maintenant, je sais que le travail de parent n'est pas facile. Et tout parent, quand il a un bébé, c'est son trésor et c'est la chose la plus importante pour eux. Et du coup, pour moi, la plus grande richesse et le plus grand cadeau qu'on peut donner aux enfants, c'est cette ouverture au monde. Et surtout, notre monde actuel où on est tous petits parce qu'on arrive à voyager même à travers WhatsApp et à travers même de loin. Donc, il est important que les enfants aient cette ouverture de langue, quoi qu'elle soit, et qu'ils puissent
Et donc, c'est un investissement. C'est pas facile. On a des parents anglophones qui me disent « Mais comment je vais faire que mon enfant parle français si moi, je ne parle pas français ?» Je lui dis « Justement, nous sommes là pour ça. Nos enfants, ils restent ici de 8h à 18h, la majorité. Et du coup, 5 ans plus tard, ils ressortent avec cette richesse. Mais souvent, on voit que ces mêmes parents et même mes enseignants qui mettent leurs enfants dans nos crèches et qui sont bilingues dans une autre langue peut-être, ils continuent à mettre leurs enfants dans d'autres écoles bilingues. Et ce parcours, franchement, c'est un parcours pour faire qu'il soit beaucoup plus social parce qu'ils peuvent s'adresser à plus de monde. Donc, ça aide aux enfants à être plus ouverts, à se faire plus de camarades de classe et vraiment à mieux comprendre le monde. Donc, c'est vraiment un cadeau priceless, comme on dit. Et vraiment, c'est ce que moi, j'aimerais leur recommander parce que avoir une éducation bilingue, c'est vraiment un cadeau. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour tous ces éclairages. Où est-ce qu'on peut en savoir plus sur Petit Poussin New York et comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec vous? Je ne sais pas si on a des questions justement sur tout ça. Absolument. Moi, je suis en contact avec beaucoup de mes parents. Nous avons un site web www.petitpoussinsny.com et sur ce site web... Petit Poussin au pluriel, donc? Oui, bien sûr. Petit Poussin au pluriel. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Ouais. Merci. Et là, vous aurez accès à tous nos centres. Et du coup, vous pourrez contacter les directeurs directement de chaque centre qui sont là pour vous faire des tours à la carte. Donc, on fait des tours privés pour nos familles et on répond à toutes leurs questions. Donc, nos tours, il faut compter une bonne demi-heure. Et moi, bien sûr, vous pouvez toujours m'écrire à vanessa@vhggroup.com. ny.com. Ok, super. Écoutez, je mettrai toutes vos coordonnées dans la description de cet épisode. Ça permettra, si vous n'avez pas eu le temps de noter pendant l'écoute de cet épisode, de retrouver toutes ces informations facilement. Merci beaucoup, Vanessa, pour cet échange. C'était un plaisir d'en savoir un peu plus. Si vous êtes parent, que vous posez des questions, j'espère que cet épisode vous aura éclairé également. N'oubliez pas de partager cet épisode avec des parents que ça pourrait intéresser. Et puis, merci infiniment pour votre écoute et à bientôt. Un grand merci Anne-Fleur pour ce podcast et à très bientôt, j'espère.